Bonjour pour l'ensemble des étudiants de ces deux ensembles, donc l'ensemble 7 et l'ensemble 8. Toujours sur cette. C'est vrai que d'habitude, je prends mon temps, surtout pour des étudiants qui viennent de s'inscrire dans cette filière d'économie et de gestion. Certains aspects, il faut vraiment prendre du temps pour qu'ils passent bien chez les étudiants. Surtout, c'est pas facile. Donc, il faut mettre les étudiants sur les bons rails. Il faut donc qu'ils maîtrisent toujours les premières séances. Donc, pour mieux rouler, il faut bien démarrer. C'est-à-dire, il faut chaque fois, j'insiste sur ces aspects de méthode, d'objet de l'économie. Et donc, c'est très important. C'est très important pour les étudiants, pour qu'ils assimilent bien et qu'ils maîtrisent l'ensemble des volets, l'ensemble des rouages de l'économie. Donc, plus tard, ça veut dire que ils auront la facilité pour mieux appréhender ce qui va suivre. La semaine dernière, la dernière intervention était consacrée à, aux méthodes aux méthodes de l'économie et on a montré comment en économie, donc j'ai montré la méthode inductive, déductive, donc une méthode qui est la méthode inductive qui fait référence à l'analyse positive, étudier la réalité telle qu'elle est observée, passe par l'observation pour théoriser, et l'autre qui est la méthode hypothético-déductive qui fait référence à l'analyse normative. Il y a le côté norme. Le côté norme, c'est-à-dire passer d'abord par les travaux scientifiques, passer par les bibliothèques, passer par les revues de littérature, les travaux scientifiques, les thèses, les articles scientifiques, les ouvrages, pour ensuite vérifier et adopter aussi des hypothèses dans les modèles d'analyse, pour vérifier le modèle d'analyse dans la réalité par l'observation et voir sa pertinence, s'il peut, son aptitude à tenir, son aptitude à sa confrontation avec la réalité. Est-ce qu'il peut tenir ou pas? Est-ce qu'il est valide ou pas? Est-ce qu'il est crédible ou pas? Vrai ou faux? S'il est vrai, on reste dans la même théorie, mais on doit l'améliorer quelque part. S'il est faux, le modèle d'analyse doit être rejeté et produire de nouvelles lois, de nouvelles théories. Mais là, je vais encore revenir sur les approches d'individualisme méthodologique et du holisme méthodologique. Ces deux approches, l'approche holiste, l'approche globale, qui, lorsqu'on veut étudier un phénomène, il faut prendre en compte une atmosphère globale. Il faut prendre en compte plusieurs dimensions pour étudier un phénomène. Le chômage, la pauvreté, les problèmes des inégalités, les problèmes de pauvreté, les problèmes de croissance, les problèmes de développement social, les problèmes de développement, l'environnement. Ces phénomènes, si on prend l'approche holiste, l'approche globale, donc il faut donc faire référence à tout ce qui peut affecter ce phénomène, à toutes les dimensions. Le côté politique, le rapport entre l'économie et la politique, c'est très important. Le politique, c'est très important. Le système politique, comment il est, les institutions, la constitution, ce que le modèle politique suivi, ce qu'on est vraiment dans un cadre démocratique qui permet aux énergies de s'épanouir et qui permet à l'activité économique de se booster, à l'activité économique d'être plus intense, plus importante, que ce soit dans le système capitaliste ou dans le système socialiste. Donc, ça veut dire que l'activité économique s'influence par le modèle politique, le système politique. Il n'y a pas que le capitalisme, il n'y a pas que le socialisme, il y a plusieurs modèles. Un pays peut être capitaliste, mais avec traité de capitalisme, mais avec un modèle de pays
plus loin de l'économie de marché. Il y a une dimension importante des lois de l'économie de marché, mais l'économie, il fonctionne pas seulement sur la base de la concurrence, le monopole, l'économie rentière, les passe-droits, les autorisations politiques. Donc, il y a un étouffement politique, même dans l'économie capitaliste, dans certaines économies qui vraiment sont traitées d'économie de marché, mais l'économie, le fonctionnement, il est faussé. Il y a une concurrence déloyale par rapport à certains investisseurs. Certains vont donc être bien traités par des facilités, par l'accès aux facteurs de production gratuitement ou bien à un prix par l'utilisation, par le recours, de leur parapluie, de leur proximité avec le pouvoir, les sphères du pouvoir, avec l'État. Et même ceux qui sont dans l'État, on va voir, ils peuvent se servir, peuvent se servir de leur position pour s'impliquer économiquement. Même le socialisme, même dans les pays socialistes, on avait aussi des modèles qui ne sont pas vraiment, c'est pas vraiment socialiste dans le sens idéal, dans le sens théorique de Marx et des socialistes de l'époque du 18e, 19e siècle, le socialisme utopique de Charles Fourier, de Robert Owen, de Louis Blanc, de Saint-Simon, de Pierre-Joseph Proudhon. Donc, ça veut dire que ce socialisme pour l'homme, ce socialisme pour l'égalité, pour la justice sociale, pour l'épanouissement de l'homme, chacun va vivre selon ses besoins et non pas selon ses moyens, pas de classe sociale. Donc, ce socialisme n'a pas eu lieu. On avait une expérience en Union soviétique, lorsque l'Union soviétique, c'était un grand pays, avant son éclatement en 1991, on a une quinzaine de républiques autonomes. Donc, on avait ce modèle. Et aussi, ce modèle socialiste a existé dans l'Europe de l'Est. On va voir ça dans le chapitre sur les systèmes et les modèles économiques. La Tchécoslovaquie, qui maintenant est la République tchèque, la Hongrie, la Bulgarie, la Roumanie, la Pologne, la Yougoslavie, qui s'est éclatée aussi en plusieurs pays depuis 1994. Ce modèle, ce n'est pas le socialisme, c'est un communisme soviétisé. Donc, avec beaucoup de problèmes sur la productivité, l'autoritarisme stalinien, qui était vraiment une page noire de l'histoire du communisme et du socialisme. Donc, il a assassiné pas mal de proches, même pas des opposants, des amis qui ont été assassinés, qui ont été donc même emprisonnés. Donc, il a même à l'extérieur de l'Union soviétique, il a vraiment été, il a tenu, donc certains pays étaient donc sous son giron et qui étaient vraiment obligés de supporter le communisme soviétique et la population de ces pays européens, le printemps de Prague, Tchécoslovaquie, en Pologne aussi. En Pologne aussi, il y avait aussi dans d'autres pays l'insurrection de Budapest aussi. Donc la population de ces pays qui étaient socialistes voulait la liberté, voulait s'affranchir de la mainmise, de la tutelle soviétique et donc regagner une liberté. Ça veut dire que donc l'influence politique, le côté du modèle des institutions influence beaucoup les phénomènes économiques. Les phénomènes économiques s'influencent par le côté politique, ils s'influencent par le côté culturel. J'ai mentionné la question de la religion, la question des traditions, des habitudes. Ça veut dire que dans certains pays, on a des traditions, on a une culture. Donc, on ne peut pas dire que, comme la méthode de l'individualisme méthodologique, qui est une méthode qui traite les phénomènes comme s'il s'agit donc d'une question universelle et immuable et qu'on peut traiter les phénomènes économiques partout de la même façon. Donc, ça veut dire que l'économie n'est qu'un marché, la société n'est qu'un peuplement d'individus qu'on peut partager entre offreurs et demandeurs.
et c'est ça la méthode, c'est-à-dire la méthode de l'individualisme méthodologique, dans la société, qu'il y a que deux agents. Un agent qui produit, une atome qui produit, et un agent qui consomme. Deux types de... Ça veut dire qu'il n'y a pas d'institution, pas d'histoire, pas de système politique. L'État n'est que la somme des individus qui décident d'agir collectivement. Le global n'est que le résultat des préférences individuelles. Donc, il n'y a pas d'État, pas de... C'est une caricaturation. Donc, on fait caricaturer une caricature. Donc, on caricature la société de cette façon. C'est-à-dire que ce n'est pas une société où pour l'étudier, il faut passer par la méthode de l'individualisme méthodologique. Alors que dans la réalité, on trouve des pesanteurs, on trouve un poids culturel, on trouve des structures, on trouve un héritage social, on trouve vraiment la société ne fonctionne pas de cette façon. C'est pas un peuplement d'individus, c'est des liens, c'est des rapports, c'est une histoire, c'est des systèmes politiques différents. Même si le capitalisme, c'est vrai, il faut le dire, tend à uniformiser tous les pays, tous les modèles. Donc, il a une tendance à faire des ravages, à exporter son modèle vers des formations sociales, économiques et sociales pré-capitalistes qui fonctionnaient d'une autre manière. Et le capitalisme, il va exporter, il va s'internationaliser pour effacer les différences, faire en sorte que tous les lieux dans ce monde fonctionnent selon ces règles capitalistes. Partout, il faut donc aller donc neutraliser le système de voisinage, neutraliser la famille, neutraliser les rapports historiques et faire en sorte que les sociétés partout dans cette planète, partout, fonctionnent selon la logique du marché. Et donc rendre la société un marché, c'est vrai, c'est le vœu du capitalisme, mais on voit comment cette crise sanitaire globale a montré que les sociétés fonctionnent d'une autre manière, que cette logique-là, que cette logique a des effets désastreux, a des effets et que la société, c'est pas seulement un marché, c'est des liens sociaux, c'est des liens culturels, et donc il faut revoir ce paradigme libéral qui cette manière d'étudier la réalité économique. J'ai mentionné l'autre fois, donc comment donc la culture dans certains milieux, elle est très solide, elle est très forte. J'ai mentionné la question de l'âge, par exemple au milieu rural, on a des considérations qui n'ont pas un rapport avec la rationalité. L'homme dans certains milieux, on n'a pas cette rationalité, c'est-à-dire que l'individu fait partie d'une atmosphère qui pèse sur lui et qui façonne son comportement. Même si, j'ai donné l'exemple de l'âge, il y a dans certains milieux, même si la personne atteint l'âge de 70 ans, il reste un enfant aux yeux de son père si son père est vivant. Donc le fils n'est rien tant que son père est vivant. C'est son père qui s'occupe de lui. Même s'il a 90 ans et son père est vivant, c'est lui qui lui donne de l'argent pour aller acheter des produits, c'est lui qui s'occupe de son mariage, c'est lui qui s'occupe de ses enfants. Donc il y a ces relations culturelles fortes qui font que la société n'est pas un peuplement d'individus comme veulent nous le faire avaler les libéraux et les néoclassiques par cette manière d'étudier cette approche d'étudier la réalité qui est l'approche de l'individualisme méthodologique. Voilà, donc je ne vais pas détailler ces aspects encore. En tout cas, vous aurez l'occasion de voir ces méthodes plus tard, de les développer dans la pensée économique et peut-être chez d'autres professeurs, aussi à l'occasion de votre mémoire, de votre projet de fin d'études. Vous pouvez donc aussi, dans le cadre de la méthodologie, donc recourir à ces approches pour donc étudier vos thèmes et vos problématiques.
Voilà donc l'introduction générale, la grande introduction qui a, qui a été donc qui était assez développée. Je dois aussi insister sur un autre point concernant les biens économiques, les ressources, les biens économiques et les biens, donc l'économie, l'objet de l'économie, c'est de s'intéresser aux biens économiques, c'est-à-dire les biens qui ont un rapport avec la production, les biens qui nécessitent un effort pour les produire, pour les avoir. C'est ça les biens économiques. Donc l'économie s'intéresse à comment les hommes, les êtres humains, hommes et femmes, déploient des efforts, comment agissent, comment ils vont agir dans le but de satisfaire des besoins qui relèvent de leur vie matérielle. Les besoins, il va s'intéresser aux besoins qui ont un rapport avec la production, la répartition et la consommation des biens économiques. Les biens économiques, c'est ça la définition. Ce sont des biens qui, pour les avoir, il faut les produire. Il faut un effort. Il faut des facteurs de production, facteurs de travail. Moi, je suis un facteur de travail. Donc, je vais, par exemple, un agriculteur donc c'est la main-d'œuvre, les paysans, mais il faut aussi le facteur terre. Je peux utiliser des tracteurs, des machines, des moyens, des équipements. Donc, c'est le facteur capital. Voilà, donc, les facteurs de production qu'il faut mobiliser pour produire. C'est ça. Donc, pour produire des biens économiques qui nécessitent un effort, des ressources. Et ces biens sont donc des biens rares, parce qu'il faut les produire pour les avoir. Sauf qu'on a une autre catégorie de biens qui, pour les avoir, ne nécessitent pas un effort. On fait savoir qu'ils sont disponibles en abondance, comme les biens libres. Donc, quels sont les biens qui sont disponibles en abondance et que pour les avoir, on ne va pas déployer, on ne va pas fournir un effort. C'est l'air. Voilà, l'air, je respire, je ne donne aucun sou, je ne donne pas de l'argent, je n'achète pas l'air. Le soleil, lorsque vous allez, par exemple, je ne sais pas, aller à la plage ou pour aller, il y a certains voilà, pour certains qui vont donc même payer, donc réserver un hôtel, billet d'avion pour venir de pays lointains pour avoir le soleil de Marrakech, pour avoir le soleil d'Agadir, pour avoir le soleil du Maroc, le soleil de certains pays africains, le soleil de l'Espagne. Donc, ils peuvent venir de la Sibérie, ils peuvent venir des pays scandinaves, de l'Australie, des pays, donc, voilà, lorsqu'ils viennent, ils ne payent pas. C'est un bien naturel, c'est pas un bien naturel, parce qu'il y a des biens naturels qui sont des biens économiques. Les produits agricoles sont des biens naturels, sont des biens libres. Des biens libres, donc, qu'on peut avoir mais le problème, c'est que même les biens libres ne sont plus libres comme auparavant, ils commencent à se raréfier, ils commencent à se dégrader, donc leur qualité est atteinte par pas mal de facteurs. Donc on fait avancer que c'est la compétition, c'est le capitalisme, c'est la compétition internationale, c'est l'industrialisation, c'est l'exploitation outrancière, à outrance des ressources, les océans, les ressources donc du sous-sol, les produits miniers, les produits donc l'utilisation des insecticides, des pesticides, c'est le productivisme qui est responsable, la compétition, les guerres, les industries de l'armement, ce qui fait que la qualité de certains biens libres n'est plus comme auparavant. L'air, le changement climatique. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de facteurs qui font que même la question de biens libres est posée. Est-ce que vraiment ces biens sont libres? Les biens, donc, puisqu'on maintenant dans tous les pays, on a des ministères d'environnement.
on affecte une dotation budgétaire dans le cadre de la loi de finances à un ministère d'environnement. Voilà des ressources pour un ministère pour s'occuper de la dépollution, pour rendre l'air plus respirable, planète plus vivable. Lorsqu'on va financer des conférences internationales, la COP 21, la conférence des parties, la COP 22, la COP 21 à Paris, la COP 22 donc au Maroc, ou bien pas mal les conférences donc de Kyoto, de Rio, donc ça veut dire que voilà des ressources qui sont affectées. Donc ça veut dire qu'on affecte des ressources à des conférences, à des ministères, à pas mal de conseils, du conseil d'environnement dans le monde pour donc lutter contre la pollution. Ça veut dire qu'on n'est plus dans le bien libre. On fait des efforts pour rendre l'environnement plus sain, plus viable, plus durable. Pensez à plus tard. Problème d'ici 20 ans. C'est pourquoi on fait ça. C'est parce que d'ici, il y a des prospectives, il y a des scénarios qui montrent que si les États, pas seulement les États, tous les acteurs, les organisations internationales, les ONG, le secteur privé aussi est associé, on l'a vu. C'est vrai que dans certains cas, il est associé pour ses intérêts, pour prendre des marchés, mais quand même tous les acteurs sont mobilisés parce que d'ici quelques années, si la communauté internationale ne bouge pas, il y aura des problèmes. L'avancée de la mer, le tsunami, il y aura changement climatique très grave déjà les pluies acides, donc il y a pas mal de problèmes environnementaux. Mais je dois insister sur une nuance, une question importante, c'est que les étudiants généralement considèrent certains biens comme des biens libres, alors qu'ils sont des biens économiques. Par exemple, les biens publics, les biens fournis gratuitement par l'État, ou bien par des associations, parce que même les associations, on va voir ça dans le chapitre sur les agents et les secteurs institutionnels, qu'il y a certains biens qui sont fournis par les associations, par l'État, mais le statut des deux secteurs est différent. Le statut des associations, des coopératives, il est différent du statut de l'État, des administrations publiques, mais ils peuvent dans certains cas fournir la même chose. Les biens publics, c'est-à-dire les biens fournis gratuitement, les étudiants et d'autres, pas mal de personnes, les considèrent comme des biens libres. Ça veut dire que ce n'est pas parce qu'ils sont gratuits pour les usagers, pour les citoyens, qu'ils sont des biens libres. Ce ne sont pas des biens libres. L'enseignement, ici à l'université, dans les écoles, à l'hôpital, lorsque vous allez à l'hôpital, vous serez soigné par exemple gratuitement, même si l'hôpital gratuit, je pense qu'il n'existe plus, parce que même des fois, on pousse les citoyens à aller chercher le secteur privé par la baisse de la qualité, par les problèmes, par les problèmes même d'accéder à certains hôpitaux, par les relations, le favoritisme même pour des besoins élémentaires. Donc c'est bien les biens, la santé, l'éducation, la sécurité, les routes, ils ont été financés. C'est pas parce que les usagers les payent, ils sont payés par les impôts, les taxes, les emprunts que vous allez payer sous forme d'impôts. Mais on va contracter des emprunts extérieurs ou bien la dette intérieure par les bons de trésor, mais vous allez les payer. Ça veut dire que vous payez quand même indirectement. C'est vrai qu'il n'y a pas une contrepartie directe entre l'impôt et la prestation offerte, mais les biens publics sont financés, et donc ce sont des biens économiques qui nécessitent un effort. L'université, c'est un effort, c'est des amphis, c'est des professeurs qui sont payés, c'est des fonctionnaires, c'est beaucoup de choses, c'est des biens publics, c'est une production, c'est pas des biens libres. Pour avoir ça, c'est des biens, ça c'est un bien produit. Les chaises, donc vous avez beaucoup de choses
qui sont produits. Où est le bien libre ici, mis à part l'air que vous respirez ici à la faculté? Donc, c'est un bien, les biens publics sont des biens, la santé, les scanners, les équipements, les infirmières, les médecins. C'est vrai que cette question, disant, même s'ils sont mal payés dans le monde, on commence avec la crise sanitaire globale à penser au salaire des médecins et des infirmières qui sont mal payés dans le monde. Ils ont donc partout dans le monde, cette crise a montré qu'il faut donner une importance à ce secteur les soldats des blouses blanches. Donc, c'est pas maintenant. Donc, ils ont souffert parce que vraiment, ils font un bon travail, mais ils sont dévalorisés. Tous sont dévalorisés dans les pays où l'État ne se soucie pas de ces secteurs de santé, d'éducation. Ils considèrent comme pas important, surtout ceux qui planifient, ceux qui font les stratégies en Afrique, dans les pays arabes et dans les pays vraiment où ceux qui ont le pouvoir politique ne pensent qu'à profiter du système, donc à abuser de leur position abuser de leur position politique pour accumuler les richesses, pour faire une politique économique taillée sur mesure de leurs intérêts. Donc, et surtout l'influence libérale. Des fois, c'est vrai que ceux qui ont le pouvoir politique ne l'orientent pas vers la satisfaction des besoins sociaux, mais il y a une influence du paradigme libéral, il y a une influence des institutions financières internationales, le FMI, la Banque mondiale, et il y a aussi une influence des puissances qui ont intérêt, des puissances étrangères qui ont un intérêt à ce que les gouvernements en place donc vont dans ce sens parce que ces pays-là, les pays puissances, leurs entreprises, leurs multinationales profitent parce qu'ils poussent. Les multinationales ont un intérêt à ce que dans ces pays, la fiscalité soit faible, soit des paradis fiscaux pour venir s'implanter. Et donc, lorsqu'on fait une fiscalité faible pour séduire ces multinationales, donc ce sont des recettes qui vont manquer. Il y a autre chose, ceux qui sont à la tête de certains États, donc ils vont aussi, cette inégalité des richesses profite aussi aux puissances et à leurs entreprises, puisque ceux qui profitent des richesses vont orienter donc leur modèle de consommation vers le produit de luxe, et ce qui fait qu'une grande partie des ressources du pays donc va être drainée vers l'extérieur, aux entreprises de l'extérieur pour importer des produits de luxe, des produits donc qui vont entraîner une hémorragie, une sortie de devises. Il y a beaucoup de paramètres qui font donc que la politique économique n'a pas pris en compte les secteurs sociaux, et cette crise sanitaire globale a montré, donc a réhabilité le rôle de ces médecins, de ces infirmières et d'autres, a réhabilité le rôle de d'autres secteurs qui est donc important dans la société. Donc, mais pourquoi j'ai insisté sur ce côté du secteur de la santé? Parce que vraiment, c'est pas seulement, je ne parle pas du Maroc, partout dans le monde, même la France a commencé donc ce travail de revalorisation des salaires et donner une importance aux infirmières, aux médecins, parce que donc on a constaté que la société, c'est pas seulement maintenir un ordre, la société, c'est pas seulement, il fonctionne aussi par cette solidarité, par des secteurs de la santé, une éducation forte pour former un citoyen, pas seulement pour lui délivrer un diplôme, mais pour le former. On a vu le problème, comment passer un message pour porter le masque, pour respecter les règles de l'hygiène, de la distanciation, s'il n'est pas formé, s'il n'est pas un véritable citoyen. Donc un citoyen, c'est très important dans la société. Ce n'est pas un consommateur ou un producteur, c'est un citoyen conscient de ses devoirs, conscient de ce qui se passe autour de lui. Donc c'est
c'est très important. Voilà, donc, voilà, il faut maîtriser cette question de bien économique. Bien économique, c'est deux choses. Le bien économique est composé du bien public et du bien privé. C'est-à-dire le bien privé, c'est un bien ou un service qui passe par le marché. Pour l'avoir, il faut passer par le marché. Donc voilà comment je vais acheter une bouteille d'eau, je vais acheter une voiture, vous allez acheter des produits donc, qui pour les avoir, il faut les payer. Sinon, vous seriez exclu. Donc, il y a l'exclusion par les prix. Le bien public, c'est un bien économique, mais il est fourni gratuitement par les administrations publiques. Il est caractérisé par trois choses. La non-exclusion par les prix, même si vous ne payez pas, vous allez l'avoir. Par exemple, si on vous vole un sac, vous allez appeler la police. Il ne va pas vous dire vous êtes qui. Non, ils vont venir. Ils sont à la disposition de tout le monde. La défense nationale est à la disposition de tout le monde. Le deuxième critère, c'est l'absence de rivalité entre le consommateur. L'absence de rivalité entre les usagers. Le fait que moi, j'utilise ce bien, ça n'enlève rien à l'autre de le consommer, de l'utiliser. L'absence de rivalité, ça veut dire qu'il n'y a pas une rivalité entre les consommateurs. Tout le monde donc, peut utiliser le bien public dès qu'il est mis à la disposition de chacun, il est mis à la disposition de tout le monde. Le troisième critère, c'est les effets de débordement. C'est vrai que certains biens publics entraînent des effets de débordement. Par la sécurité et la défense, il n'y a pas d'effet de débordement. Même si le nombre d'usagers augmente, la qualité des biens ne faiblit pas, ne se réduit pas. Par contre, certains biens publics répondent aux deux critères, absence de rivalité entre les usagers, non exclusion par les prix, ne sont pas exclus par les prix, c'est gratuit, mais il entraîne des effets de débordement. Par exemple, un jardin où il y a les chaises, les bancs. Dès que les bancs sont occupés, les chaises, vous n'auriez pas de place dans un parc. Donc, ou bien un théâtre municipal, de la municipalité, où l'entrée est gratuite. C'est la même chose, lorsque les chaises sont pleines, vous n'auriez pas l'occasion d'avoir une chaise, c'est les effets de débordement, l'effet de saturation, ce sont donc, on les appelle les biens publics impurs. Il y a les autres biens, sécurité, défense et tout ça, c'est les biens publics purs. La semaine, voilà, donc la semaine prochaine, l'intervention prochaine donc, sera consacrée, donc on va à partir donc, de la première semaine de janvier, ça sera des interventions plus longues, donc ils peuvent prendre 1 heure, 1 heure et demie, ça sera chaque intervention un chapitre. Par exemple, la première semaine de janvier, ça sera les courants économiques. Les courants économiques, on ne va pas trop détailler, 1 heure et demie, c'est pas suffisant, mais vous avez tout ce qu'il faut comme support écrit. Donc, je vais passer sur tous les courants, donner les principales idées avec les principaux auteurs. Voilà, ça va se faire de cette façon et vous auriez donc le support écrit. Donc, voilà, chaque séance, un grand chapitre. Donc, il y aura des rattrapages parce si on a 8 chapitres, ça sera encore 8 interventions. Donc, on va faire 4 séances de janvier, mais il y aura des rattrapages pour donc faire encore 8 séances ou bien 7 séances, ça dépend donc des chapitres qu'on va traiter. Je vous remercie et je vous souhaite bonne année et mes meilleurs voeux, surtout dans ce contexte difficile. Donc, je vous souhaite aussi bon courage et bonne prévention et pour cette année 2021. Je vous remercie.